nous agir, non. Changer le système de gouvernance, non, recentraliser, pas permettre à ce que la redistribution ait autant de moyens que nous gagnons, les richesses nationales, que les services publics de base. Ils continuent à enfoncer cette question d'exclusion. Quand vous êtes allé dans les sections communales, c'est la vie, ça, les paysans gagnent. S'il n'y a pas le développement pour lui, c'est jardin, engrais. Comme si les paysans qui ne peuvent pas vivre dans la situation, ils ont quitté la section communale pour débarquer dans la ville, et dans la ville, ils n'ont pas de côté. Ils ont des moyens pour arrêter côté les gens qui vivent de manière décente, ils ont arrêté dans le ghetto. Donc, les ghettos sont prolongement des injustices et d'exclusion que nous toujours faisons en gouvernance par rapport à gens qui sont provinciaux. Maintenant, de cette introduction, la mémoire, mesdames et messieurs, de ces traumatismes, ces injustices historiques est fragmentée. Comme si en mémoire constante, collective, qui est pour dire non, mais ça qui passe non, mais comment pour réparer ça ensemble, est fragmenté, marginalisé, et certaines fois, ou toujours manipulé. Le débat sur la réparation est souvent considéré comme tabou, ou certaines fois, comme si nous ne doit parler de ça, ou certaines fois, irréaliste. Pourtant, il est essentiel ce débat. Essentiel pour la justice, essentiel pour la dignité et essentiel pour la reconstruction nationale. La reconstruction nationale, c'est ça, on a parlé si nous voulons rétablir l'état des droits. On ne peut pas parler de reconstruction nationale en dehors d'un état de droit solide, correct. Jean, Maître Kofi Sot-Dil là. Tout ça, il a parlé là pour dire nos belles paroles, belle intention, bel débat. Si nous ne sommes pas d'accord pour nous rentrer dans le schéma pour nous rétablir l'état de droit, qui voulait faire chaque monde ait accès à la justice et qu'il y ait une justice même pour tous, c'est pour que merci n'a parlé, c'est pour que merci n'a travaillé. Puis reconstruction nationale là, on va passer loin chaque temps. Maintenant, quel est le fondement théorique adopté pour causer ça dans le parlementaire? Nous avons John Walls, dans la théorie justice écrit en 1971, il dit la justice exige la correction des injustices passées pour construire une société équitable. Nous ne pouvons pas continuer à fermer chez nous sous cette injustice. Si nos victimes, si nos victimes, il faut nous garder nos victimes. Et si nos victimes, il faut que nous jouions une correction des justices là. Il y a David Théo de son côté, David Théo Goldberg, en 2009 lui-même, il parlait de la justice réparatrice comme un acte de réparation morale et politique en réponse à l'oppression historique. Parce que là, on a parlé de répression historique, que ce soit dette indépendance, que ce soit occupation, tout ça qui va le faire, nous venons tomber dans une crise de violence ça, qui est puissante. Et presque pas quitter rien sur passage lié. Donc, il faut que nous remonter dans le temps pour nous côté pour nous commencer correction. Parce qu'en pile fois, nous comprenons qu'on a commencé correction en aval, nous pas moyen en amont, c'est quoi nous fait. En pile fois, vous venez de l'eau à sortir dans la source là pour l'envahir là, ou là, vous sécher de l'eau, vous faites toute la vie, vous sécher de l'eau, pourtant c'est source là pour le boucher qui bailler de l'eau. Et enfin, il y a les travaux de Thomas Poch. Il fait travail ça en 2008. Il suggérait que une existence de dette morale des anciennes puissances coloniales envers les pays qu'elles ont exploités. Donc, c'est pour dire, si on a parlé de dette indépendance, donc nous gagnons entité qui occupée nous, entité qui raché liberté nous, qui fait nos injustices, mais il y a une dette morale. Il y a d'autres monde, des historiens, des sociologues, des économistes, des gouverneurs, qui disent d'être là pas arrêter moral seulement, s'il est moral, il n'est tangible pour dire que nous connaissons d'eau et puis chaque temps parler sur son dette morale.
Maintenant, cette dette morale, comment pour nous faire tourner, comment pour le manifester de manière physique? Comment pour ces justices, comment réparation qui a sorti là-dedans, le manifester sur le plan physique, sur le plan tangible, pour le réparer tout bon vrai. Tant ces générations présentes, mais les générations futures, les générations montantes, les générations pour qu'on mette pied là. Et enfin, même si il y a l'autre monde, par exemple Maurice, par exemple Ricoeur, mais il y a Asman en 2011 qui dit les sociétés doivent transformer la mémoire traumatique en mémoire culturelle pour se reconstruire. Nous ne pouvons pas reconstruire, nous. Si nous ne sommes pas d'accord avec ce qui passe, c'est nous le passé. Et si nous ne sommes pas d'accord, prends courage nous aider. Mais nous, pour nous dire nos victimes, c'est comme si vous avez un monde qui mourit, ou crier, frapper corps à terre, mais en l'air dans la journée, il faut dire, il faut me suspendre crier parce qu'il faut me dégager, il faut m'enterrer. Ce n'est pas résignation, on fait. Ce n'est pas ni insensible ou insensible, suspendre crier pour aller faire un bagage qui est beaucoup plus important que crier. Donc, ce n'est pas lâche nous lâche. Si nous retournons pour nous assumer ça, nous fait nous comme injustice. Pour nous faire là. Et mal nous fait nous, il faut le réparer. Pour le réparer, mais qui chimène après pour nous réparer. Maintenant, qui ça qui a justifié question qui ça qui a justifié question réparation pour Haïti? Il y a 7 éléments. Et pas même 7 éléments. Il y a 3 éléments nous souligner qui permettent de entrer dans la justification de la réparation pour Haïti. Notamment, il y a la dette de l'indépendance qui doit être l'affaire de tous les Haïtiens parce que son mal qui fait à chaque Haïtien, ni ancien qui allait déjà, ni nous-mêmes qui là, ni si là qui vient. Donc la dette de l'indépendance, nous connaissons qui payé depuis 1825, depuis tant de date ça, il gagne impact sur nous. Chaque action, nous, mode gouvernance, nous, mode réflexion, nous, et justice qui a fait nous. Parce que ce paiement de dette a freiné le développement économique du pays et c'est une injustice historique majeure. Comment Haïti a levé camper pendant les jeunes nations et que le pays ont comme les presque pas de gain pour péter fiel pour le payer et puis qu'on y a même pour nous continuer à vivre. C'est comme si je vous dis, mesdames et messieurs, ou vous travaillez, ou font une économie, après chaque ou gain, ou besoin chaque mois, ou hypothéquer pour 5 ans, pour ne pas investir ni dans vous-même, ni dans madame, ni dans petit, ni dans d'autres actifs, et puis qu'on y a même, ou pas continuer à vivre, pour continuer à occuper madame, occuper petit. Imaginez la vie, mon sa yo. Imaginez pour manger, pour habiller, pour abriter, comment ça habiller. Et ça terrible, nous comme matin, à l'aube de notre indépendance. Deuxième justification, c'est l'ingérence. L'ingérence internationale. C'est une fois qui fait directement comme l'occupation américaine, 1915-1934, qui pillait la Banque nationale, qui imposait en économique, une gouvernance de politique économique néolibérale par des institutions internationales qui eux-mêmes dis-nous, mais comment si nous voulons développer, mais comment développement fait, mais comment vous voulez le développement, mais qui formule pour appliquer. C'est là encore, on peut rejoindre dans cette question de justice. Maître Kofi qui dit nous pas qu'à jouer une justice là pour nous là. Il faut que nous allions vers l'international. Parce que faut que nous allions vers certains pays qui impliquent soit de manière directe, soit de manière indirecte. Non, ça nous à vivre là, et que pour nous mettre 4 là sur table pour nous donner ça à faire. Et troisième élément gain, c'est ça nous relève en mémoire qui est effacée. Une mémoire effacée. Nous avons une absence de liens de mémoire. Par exemple, quand nous et nous, depuis nous les Mupana seulement. Mais si nous regardons ça dans Mupana, qui ça évolue à travers le temps. Mais quand nous pas même accès à elle. Comme si Timoun qui a grandi aujourd'hui, qu'on prend nous dans bus Aladdin Al-Gadi, qui a réveillé quelques bagages là, ça n'a pas fait encore. Dans le département, nous n'avons pas de musée. Dans la commune, nous n'avons pas gagné. Dans la section communale, nous n'avons pas gagné. Qui ça qui peut permettre de nous gagner une mémoire qui sous ça passé pour nous connaître qui ça n'a corrigé dans le passé pendant nous la aujourd'hui et pour nous éviter le pire demain.
pas un musée, monument nous il y a un pile qui était sous champ de masse là, ou pas qu'à louer encore, ou pas des archives publiques qui accessibles. Alors que on partit dans nos mêmes mémoires, nous c'est toute bagaille. Dès que gens qu'on a mon oublie un bagaille comme on fait peut-être yo, c'est comme si yo fait peut-être yo, on se dit ah so gelé. Les mêmes gens l'aiment un document perdu sur ordinateur ou chercher, lit dans mémoire. Ça nous devrait faire pour corriger ça n'a vivre aujourd'hui pour nous corriger ça qu'a fini demain nous pour nous joindre et ça les construire son construction liée et ce travail nous chaque qui là pour nous construire mémoire ça. Nous voyons ensuite quels sont les enjeux et les fonctions de la mémoire collective. Souligner pour nous trois. Quand on parle d'identité nationale, il faut aller vers une reconstruction de l'identité nationale. Dans la reconstruction de l'identité nationale, là, la mémoire partagée est fondamentale pour créer un imaginaire commun et une fierté nationale. C'est grave, c'est bizarre, mais on va compter comment des gens qui, dans la génération, dans sa mieux, traiter des gens qui mourent pour le drapeau. Nous, ouais, Abdil tout petit, nous pas dire rien. C'est grave. Nous pas connaître même nous-mêmes, nous connaissons chanter, coupler ça dans des saliniennes, qui dit pour le drapeau, pour la patrie, mourir est beau. Parce que nous commençons à entendre, nous ne pouvons pas mourir pour la patrie, ça. Nous ne pouvons pas mourir pour le pays, ça. Et c'est grave. Son gros descente, comme si le citoyen, le système citoyen, parce que nous avons juste à vivre pour manger. Donc, la reconstruction de l'identité nationale, la reconstruction de cette fierté nationale, qui peut faire me dire, oui, je n'ai pas aucun problème avec un Dominicain, mais il est Dominicain, moi, je suis haïtien. Je n'ai pas un problème avec les Français, mais c'est un Français, je suis haïtien. Donc, j'ai mes valeurs. Moi, je ne vais pas me défendre, je ne vais pas me quoi. Je ne vais pas nous la vie. Et que nous, avons concurrencer nous. Nous avons concurrencer, nous fait ville, mais ville pas nous. Nous fait belle caille, mais belle caille pas nous. Nous fait bel pays, mais bel pays pas nous. On ne peut pas réaliser ces éléments en dehors de la fierté nationale. Deuxième enjeu, c'est prévenir la répétition des crimes. Et M. Kofi qui dans Chanly, dans le droit, il se dit non dit. Mais attendez. C'est vrai, certaines fois, au bon bagay qui bouleverse, il faut le remonter, il faut mettre le sous tapis pour gérer, soit faire la paix avec, soit jeter, soit corriger pour avancer. On va monter dans l'esprit, si pas les gérer, la forfait sucre, la forfait tension, demain la forfait stock et les cap mettre en bataille. Gros problème, gros choc, il faut choc, il faut le gérer. L'oubli, certaines fois, favorise la reproduction des violences. L'oubli favorise l'impunité. Et l'oubli favorise l'instabilité politique. Nous pas doit oublier. Quand je suis traversé à Québec, et puis moi dans toute plaque machine, je me souviens. Je ne sais pas pour qui ça, quand je suis obligé, il faut que je joigne un Canadien qui peut dire qui ça a songé comme ça. Et c'est là pour eux toutes, je me souviens, quand je suis traversé à Cuba, tout le monde, depuis commencer à parler de la révolution. Mais nous-mêmes, nous ne pouvons pas oublier. Nous ne pouvons pas oublier, parce que depuis nous oublier, ça qui est passé, on a reproduit. Si nous oublions, nous avons tout esclave encore. Comme nous n'avons pas de temps pour mettre chaîne dans pied, nous n'avons pas de temps pour mettre chaîne dans nous, mais nous avons cessé d'être des hommes d'État, des femmes d'État. Nous ne pouvons pas vivre tant que monde qui est capable de gérer notre autodétermination. Pour lever, c'est le monde qui peut lever. Pour chita, c'est le monde qui peut chita. Ou c'est esclave. Aujourd'hui, nous sommes là, nous ne pouvons pas décider pour gouverner ce pays. Non. Tout le monde civil, ça, les États-Unis a dit, qui ça, Canada a dit, ça, la France a dit, qui ça, CARICOM a dit, qui ça, OE a dit. C'est comme si nous ne parlions rien encore.
C'est quoi l'histoire? Mais c'est l'oubli, c'est cet oubli que je vous parle qui mène nous là. Il n'est pas mené nous dans l'esclavage physique là pour marrer Saint-Inon encore avec chaîne, pour mettre chaîne pour nous dans point encore, mais il fait nous oublier que nous devons grand monde tête nous. Il fait nous oublier que nous gagnons un pays, c'est nous pour diriger. Et enfin, troisième enjeu, c'est réconcilier les générations. Nous avons cette responsabilité, mesdames et messieurs, pour nous faire non seulement la transmission des valeurs de l'ancienne génération à la nouvelle et au futur, mais nous avons cette responsabilité de réconcilier les générations. C'est grave, l'on a commencé la génération d'avant, qui commençait à dire génération Timon des milieux et mon perdu. Et automatiquement, créer une limite ou créer une forme de clivage, en forme de lutte entre génération avant et génération qui va venir. Et litige ça nous crée entre eux pas bon parce que je dis il est pour nous aller vers une complémentarité des classes, en complémentarité des générations, en complémentarité des idées, la solidarité, le fondement même de l'haïtien, le combat. Comment nous essayons pour nous dire Sénégal bas, nous essayons pour nous dire Sénégal en haut, mais comment nous ne pouvons jamais essayer en Haïti? Nous ne pouvons jamais essayer à tout nèg en haut, nèg en mi-temps, nèg en bas à la fois. Pour nous connaître une compléter l'autre. Si pas une l'autre là pas là. Yo pas près le nèg en haut si pas de nèg en bas. Yo pas près le nèg en bas tous si pas de nèg en haut. Yo pas près le classe moyenne si pas de classe en haut, classe en bas. Donc c'est pour dire que tu as pris le classe là, tu as pris le nègre là, mais pas de classement. Mais si le classement, ça veut dire unity l'autre. Il faut que nous entendions nous dans le classement pour nous prendre place, pour nous connaître ça. Il y a les formes de réparation possibles. Les 4 formes de réparation possibles, on a parlé de justice transitionnelle. Il y a les réparations symboliques qui, excuses officielles, reconnaissance internationale, monument, journée de commémoration, bonne bagage, ça rentrer dans la forme de réparation, nous relève les réparations symboliques. Mais aussi, il y a les réparations éducatives. Ces formes de réparation, il fait réforme de programmes scolaires, pour que nous disions dans l'école, on a parlé de mémoire collective, mais c'est dans l'école. C'est dans l'école nous apprenons citoyen, avec notre cet ouvrage civique et moral. Que nous retirons de ce côté. Parce que quand nous pas former des citoyens, nous dit avec la mondialisation, on a formé des citoyens du monde. Mais chaque citoyen du monde a une nationalité. Il y a les non-mondains. Il y a les citoyens du monde dans l'Amérique, les Français, les Canadiens, les Espagnols, les Dominicains, les Haïtiens. Et chaque culture, vision du monde qui guide. Mais nous, on ne peut pas décider de retirer ça pour former les citoyens, pour construire mémoire collective là, qui construit fierté pour retirer lui. Il y a aussi la réparation économique, compensation financière, annulation des dettes, création de fonds souverains pour le développement. Nous allons aller vers ça. Parce que nous sous comme moins, ou prennent physiquement, ou déposséder, ou prennent actif moins. Mais qu'on n'a pas qu'à venir, c'est symbolique seulement à récompenser. Ou pas qu'à récompenser symbolique seulement, alors que tu prends tout veste moi, ou la caille pour machine moi, ou craser caille moi. La réparation pas qu'à seulement symbolique, remettre nous tout. Ou peut regarder nous marcher tout tourner qu'on a dit qu'on a reconnaître où tu prends yo. Donc moi reconnaître des photos et qu'on a ces symboles seulement au cabane moi comme réparation non, il faut restituer l'argent. Cette réparation, les réparations économiques et financières. Aussi, il y a les réparations institutionnelles pour créer des commissions, ce que Maître Professeur parle, la commission de vérité. Il faut qu'on ça passe pour nous corriger, si nous ne pas connaissons, nous ne pouvons pas corriger. Si nous corrigeons, nous ne pouvons pas corriger et la préfère surface. Il faut qu'on connaisse ce que fait arriver là. Vous voulez, je vous libère. Pour nous ne pas comme ça encore. Parce que si nous monter
boucher tout le monde. Il faut qu'il y ait mémoire et réflexion. Il faut qu'il y ait intégration de la mémoire dans la politique ou dans les politiques. C'est après pour abolir les événements publics, ça nous projette. Infrastructure économique de base, politique publique, culturelle, ainsi de suite. Je dis, en dans politique publique, l'enfin qu'on vérité, l'enfin qu'on mémoire, l'enfin base sur la réparation, il faut que nous causer mémoire dans les politiques publiques. C'est presque terminé. Les défis qui peuvent faire nous arriver dans ce qu'on a parlé là. C'est ça pour empêcher nous. Quels sont les points de résistance? Le premier point, nous parlons d'accord que c'est le déficit d'unité nationale. Tellement bon. Nous, chaque fois, c'est nous-mêmes qui dirigeons. Si ce n'est pas nous, ce n'est pas bon. Nous diviser, mettre nous ensemble. C'est un problème. C'est notre limite. C'est notre grand problème. Je vous donne un exemple. Ça veut dire, quand on parle de l'unité nationale, ça le fait. Fragmentation politique. Nous sommes obligés de faire un gouvernement, c'est un gouvernement largement large. Un gouvernement faut que tout le monde là-dedans. Et nous connaissons bluff, tout le monde dans un gouvernement. Comment poste pour nos gouvernements? Combien de lignes de pensée pour diriger? On dirige avec une pensée. On évalue une pensée. On travaille avec un objectif. On ne va pas travailler à 50 objectifs à la fois. Quoi va faire? Maintenant, ce que je vais vous dire, nous avons une forme de fragmentation idéologique. Si nous avons dit ça bon pour la démocratie ou qu'à penser j'en voulais, mais quand il est question pour réaliser un projet, c'est un objectif à la fois. Si vous voulez faire Kaila, pendant faire Kaila, vous voulez faire voyage, pendant faire voyage, vous voulez habiller luxe, vous voulez manger luxe, Tintin va faire. C'est au fixer sur un objectif. Nous avons accepté pour nous faire gros saut, pour nous mettre sous pied le CPT. 9 entités au pouvoir. Bon bagage. Quelques mois après, tout groupe qui était voyé mon à représenter, tout abandonné. On seul qui est pas là. Il soutient dans ACT, c'est comme aujourd'hui que je parle. Le Haut Conseil de la Transition, l'Église voyait une, la classe intellectuelle voyait une, Madame Aniga, et le secteur privé voyait une. Monsieur Saint-Cyr. Tout le monde l'a pas critique pour l'autre, critique pour l'autre. Dis-moi qui le secteur privé a parlé de mal. Jamais. Ils ont campé derrière un bloc comme un seul homme. À s'est écrasé, ils ont campé comme un seul homme, ils ont dit nous allons faire l'autre bagaille, il faut là encore. Ils n'ont pas ni changé, ni écrasé, ils ont ramassé le gens derrière, ils ont mis là. Nous crasé, regardez, tout le monde qui était dans le secteur, vous voyez, mon payon, ils ont abandonné mon yon, autant de pim à gauche, pim à droite, ils ont été comme un seul homme derrière d'eux. Aujourd'hui, il préside le conseil. Avec cette unité, il faut s'attendre à beaucoup de choses. Je vous le dis. Pas qu'un côté sur la terre, l'unité, pas de résultat. Pas qu'un côté sur la terre, la solidarité et la force, pas de résultat. Parce que notre force, c'est la solidarité, et nous-mêmes, nous décidons, qui mauvais grenier jeter dans, qui mauvais de l'eau jeter dans la cour, qui mauvais grenier aussi dans le jardin, comme si nous, toute la nette, nous lever contre l'autre, nous refuser travail pour l'unité nationale. Il y a aussi, deuxième élément, obstacle, c'est le manque de volonté politique. Pour qui ça? Un problème de manque de volonté politique. Parce que justement, il y a l'absence de leadership cohérent sur la question politique. Quel est notre projet politique? Côté nous aller? Nous tous Haïti, qui ça nous voulait pour Haïti? Haïti nous voulait, ça nous voulait pour lui. Nous seulement voulons le Haïti, ou du moins nous voulons prospérer. Si pour le prospérer, il faut qu'il y ait un projet, où est le projet? Qui ça l'école nous a payé dans 5 ans qui là? Comment l'agriculture a payé dans 10 ans qui là? Comment jeunesse l'a payé dans 25 ans qui là? Quel est le plan? Comme si pas gagné, mais nous tous les diriger. C'est ça le souci. Et le problème, le grand obstacle, incohérence mémorielle.
absence de politique éducative et culturelle sur l'histoire d'Haïti. Parce que ouais, étrangers ont encore dit non. Les manuels d'histoire, si nous avons besoin de connaître sur nous, il a qu'à y aller chercher. Elle dit, nous faisons histoire, nous. Nous avons une histoire pour nous enseigner. C'est l'histoire, nous avons enseigné petite nous, nous avons histoire, nous connaissons. Nous chaque connaît histoire, nous. Grand nous parler, nous, nous parler, nous. Nous parler dans la cour, dans l'Angélis, en bas, la ligne, il parlait dans Bossous de l'eau, il parlait en papier bois, mais histoire, ça n'a parlé de manière informelle, n'a transmettre de génération en génération avec des contes, des histoires, tim bois cherche là, il n'a pas jamais enseigné dans l'école. Et puis, on a l'autre histoire pour nous bailler qui fait nous tourner l'autre qualité monde. Nous sous terre d'Haïti, il y aurait les noms haïtiens. À la vérité, ce n'est pas haïtien qui a sous terre d'Haïti. Et les n'a dirigé, ce n'est pas haïtien qui a dirigé Haïti. Et il y a fait un signe. Et je termine, c'est la conclusion. Nous devons garder pour nous une forme de priorité Haïti qui a choisi, mais il faut nous élaborer une politique publique de mémoire. Il faut nous commencer à créer une diplomatie mémorielle. Nous ne pouvons pas une diplomatie jusqu'à ce que tout pays prend pour faire des bagages sérieux. Nous même diplomatie, nous avons un job nous là-dedans seulement. Job aux incompétents en plus. Si nous avons un job à l'école qui était compétent, nous sommes contents. Tout le monde est content, comme professeur d'université, comme recteur, nous sommes contents. Mais nous avons un job là aux incompétents. Nous avons un job pour des gratifications politiques et politiques dans la politique haïtienne. Ce n'est pas possible. Il faut que nous aller vers une valorisation de l'histoire dans l'enseignement. Tant dans la primaire, secondaire, l'université, partout, il faut parler de l'histoire d'Haïti. Et il faut nous créer des lieux de mémoire. Il faut que nous aller vers une concertation citoyenne nationale. Cette concertation nationale a porté rêve nous tous et nous avancer. Je pense qu'aujourd'hui, il y a 4 bagailles que le Conseil national société civile doit faire. On a commencé à faire là, mais 4 bagailles pour faire. Il faut lancer une campagne nationale de sensibilisation sur la réparation. Nous commençons le côté nous là, il y a suivre nous en ligne, il y a attendu nous, mais le Conseil national là de mettre pied la terre dans le département, faire relais pour nous lancer une campagne nationale de sensibilisation sur les réparations. C'est job nous comme citoyens, c'est job société civile là et c'est job Conseil national là. Faut nous commencer à intégrer le thème de la mémoire et de la réparation dans la constitution haïtienne. Nous ne pouvons pas faire des choses, répéter chaque jour, et puis les regarder choses fondamentales, nous ne pouvons pas la donner. Comment nous ne la donner? Mais c'est job nous, dans la société civile, là, pour nous faire l'entrée la donne. Troisièmement, nous devons engager des recherches scientifiques multidisciplinaires. Permettre petit nous par l'école qui a fait mémoire, assister, aider dans le travail de mémoire de sortie pour nous gagner des documents, pour nous gagner des recherches qui arrêtent sur l'histoire des injustices subies en Haïti. Enfin, il faut nous regarder comment on a créé un fonds pour la justice historique, pour la résilience communautaire. Et bien, mesdames et messieurs, la réparation, pour conclure, n'est pas une simple demande financière. Ce n'est pas une simple demande financière. Mais c'est un projet de réhabilitation nationale. C'est réhabiliter Haïti. Cette réhabilitation nationale permet de restaurer la dignité d'un peuple, de notre peuple, de réparer les fractures de l'histoire et de refonder la nation sur des bases de justice, de vérité et de reconnaissance. Merci beaucoup pour votre attention. Il y a ceux qui sont responsables, mais ils ne sont pas responsables au même degré. Il y a les commanditaires, il y a les enfants soldats, il y a les enfants gangs qui ont été intégrés. Ils ne doivent pas être punis au même degré. Et un jeune homme ou bien une jeune fille qui a intégré un gang armé
Très bien, il est coupable, mais il faut réhabiliter. C'est un jeune qui n'a pas été pris en charge par l'État. C'est la faute de l'État qui n'a pas pris la jeunesse en charge. Et c'est un enfant, c'est un jeune qui a perdu son adolescence. Il faut réhabiliter ces jeunes. Dans le cas contraire, dans les 10 ans qui viennent, ils deviendront eux aussi à leur tour des grands chefs de gang. Donc, nous avons aussi des limites. Nous avons un système carcéral qui ne répond pas. On a évalué les gangs à près de 10 000, 11 000, me dit-on. Mais quelle est cette personne de cette salle qui est capable de me dire où se trouve cette prison civile en Haïti, capable d'accueillir, de gérer, d'entretenir 11 000 prisonniers, par exemple? Nous savons que ce n'est pas vrai. Donc, à partir de ce moment-là, la société civile qui s'engage de la justice transitionnelle va devoir prendre en compte, n'est-ce pas vrai, les opportunités pour la punition, les amnisties et les réhabilitations. Il y a un autre point sur lequel je veux attirer l'attention. Puisqu'il s'agit de réparer les torts seront réparés de différentes manières. Il faut voir d'abord la manière financière, parce que les victimes, ils sont nombreuses. Il y a différentes manières de réparer. La réparation peut être financière, elle peut être symbolique aussi. Les responsables de la société civile doivent tenir compte de cela. Il y a des cas où on peut retrouver un auteur, un co-auteur et participer au crime grave. Ça dépend du degré de la responsabilité. Eh bien, on peut envisager des excuses et des commémorations aussi. Des excuses publiques. Et en fonction du contexte, en fonction de la spécificité. Cependant, il y a un point fondamental auquel j'invite les sociétés civiles organisées. Il faut nécessairement la restitution. Il n'y a pas de justice transitionnelle sans restitution. À Solino, je prends l'exemple, à Solino, nous avons des individus dont les maisons ont été incendiées, détruites. S'il arrive que les familles n'ont pas été, par exemple, il n'y a pas eu de décès, il n'y a que des maisons qui ont été détruites, les sociétés civiles doivent voir avec l'État et avec le système judiciaire aussi, si on arrive à identifier les auteurs de cette destruction, et s'ils sont en mesure de le faire, on devra les condamner à restituer à ces gens-là leurs maisons qui ont été détruites. Il faut l'envisager de cette façon. Et dans le cas contraire, il faut voir avec l'État aussi. Mais tout ce que nous disons n'aura été possible que si on marche perspective de rétablir l'état de droit. Tout ce que nous disons là constitue des éléments, mécanismes qui rendent la vie à la justice transitionnelle, qui tiennent de l'existence et de l'application de la justice transitionnelle. Toutefois, si tout ce que nous sommes en train de dire, nous les réalisons sans tenir compte de la nécessité de rétablir l'état de droit, nous serons passés à côté de là. Voilà, j'insiste que là, toute la démarche devra regarder en clair un état de droit à rétablir. Et comme nous savons que l'état est une abstraction, comme nous savons que l'état n'est pas matériel et qu'il ne se définit pas, l'état en tant qu'abstraction existe à travers ses institutions. Ce sont les institutions qui forment l'état, et quand nous disons qu'il faut rétablir l'état de droit, mais il faut nécessairement réformer les institutions pour éviter que les abus ne se reproduisent.
si on ne réforme pas les institutions, les abus vont se reproduire. Parce que, je vais vous dire, il y a plus de 10 ans, et j'ai accompagné le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince, Maître Rico Duplan, qui était président de la Confédération des avocats antillais. J'étais secrétaire général. Je devais présenter une conférence sur la corruption en Haïti, parce que le thème c'était la corruption. J'ai choqué l'assistance, les latino-américains, là c'était la République dominicaine. J'ai choqué l'assistance, j'ai introduit ma conférence pour dire que je demande à tout le monde qui est là d'admettre avec moi qu'il n'y a pas de corruption en Haïti. Tout le monde est choqué. Mais quand j'ai développé, ils sont d'accord. Comment peut-on me dire qu'il y a de la corruption dans un pays alors que l'instance chargée de connaître de la corruption, qui est la Cour supérieure des comptes et du Conseil d'administration, n'a pas sorti trois arrêts de débat en 25 ans? Mais comment peut-on me dire qu'il y a de la corruption dans ce pays, messieurs, mesdames? La seule institution qui soit capable de le dire n'a jamais sorti un arrêt de débat. Mais comment ça? En 25 ans, on n'a pas 3 arrêts de débat et vous me dites qu'il y a de la corruption dans cette société? C'est pourquoi j'ai dit tantôt que dans une société, les règles sont beaucoup plus fortes que les lois. Parce que entre nous, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Ce que nous sommes en train de faire là, c'est la règle. Le doyen Maxime Duvernay qui est là, demain, il est ministre. Après 3 mois, il rentre de la maison avec son même salaire. Mais sa femme est presque dans l'abandonner. Sa femme ne voit pas le ministre. Parce que dans notre société, quand on est ministre, ça veut dire une opulence. Ça veut dire un chemin de conditions. Et les cousins qui sont là. Et les cousins qui sont là. C'est quoi? Non, vous êtes ministre, alors c'est quoi le GBIA? Donc nous sommes d'accord entre nous. Nous faisons les choses entre nous. Et nous piétinons les lois. Nous ne respectons pas les lois parce que nous sommes d'accord à faire des choses selon les règles. Nous sommes complices à côté de nos acteurs. Donc, c'est pourquoi je dis que tout ce que nous sommes en train de dire là se rapporte à la conjoncture. Nous sommes en train de faire des considérations d'ordre conjoncturel. Nous sommes en train d'analyser la justice transitionnelle de ses moyens de fonctionner ou de ses perspectives d'avenir. C'est vrai, mais si nous ne le faisons pas dans une perspective fondamentale, essentielle, de rétablir l'état de droit à travers des institutions qui fonctionnent selon les normes et selon les règles, si nous n'agissons pas sur les cerveaux des citoyennes et des citoyens pour qu'ils admettent que le bien-être que nous parlons, ce bien-être collectif, ce bien commun que nous parlons, doit passer par le respect des règles, par le renforcement des institutions, nous restons à côté. C'est pourquoi nous disons que là, nous devons regarder la justice. L'État est dans l'obligation de lutter contre l'impunité. Quand on parle de justice, l'État, c'est l'État qui a le monopole de la violence légitime, comme les Weberiens aiment le répéter. L'État est dans l'obligation de lutter contre l'impunité. Et l'État a l'obligation de restaurer la confiance des citoyens dans le système judiciaire. Parce que les citoyens ont une mauvaise impression de la justice. Les citoyens n'ont pas confiance dans l'appareil judiciaire. Les citoyens n'y croient pas. Donc, cette obligation première, il faut lutter contre l'impunité, mais il faut rétablir, il faut réduire cette distance qu'il y a entre les Haïtiens et le système judiciaire. Ils n'y croient pas. Vous devez garder à l'esprit que en entreprenant cette démarche, vous allez parler à des hommes et des femmes qui ne croient pas dans la justice. Depuis 1986, où nous sommes sortis de la période duvalérienne jusqu'à aujourd'hui, dites-moi, quel est le procès qui a eu lieu dans ce pays? On a dit que les Macoutes ont dévasté, que les Macoutes ont tué. On a dit qu'à Fort Dimanche, il s'est passé beaucoup de choses. On a dit, mais où est le jugement? De quoi parle-t-on? Alors pourquoi, d'après vous,
il n'y a pas eu de jugement spectaculaire après la période du Valérien. Parce que ceux qui étaient en situation de le faire savaient pertinemment qu'ils allaient faire pareil. Et que si d'aventure ils le faisaient, ils dirigeaient aussi la chose contre eux. C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi, d'après vous, il n'y a pas eu de procès Petro-Caribé plus près de nous? Pourquoi? Et encore, il y a beaucoup de pourquoi et d'autres pourquoi encore. Donc, je voudrais espérer que nous qui sommes ici aujourd'hui à parler de justice transitionnelle, et puisqu'il m'a été demandé de parler de la lutte contre l'impunité, d'envisager les cadres et les leviers, je suis en train de vous dire que l'État est dans l'obligation de lutter contre l'impunité et l'État est dans l'obligation de restaurer la confiance des citoyens dans le système judiciaire. Il y a aussi, je l'ai dit tantôt, et j'y reviens par intérêt, que la justice internationale qui fonctionne comme la Cour pénale internationale, par exemple, qui a la mission d'enquêter sur les crimes les plus graves, comme le génocide ou les crimes contre l'humanité. S'il y a la Cour pénale internationale, vous devriez aussi mettre à contribution la justice internationale qui, le cas échéant, devra nous seconder dans notre démarche de quête de justice et notre lutte contre l'impunité. Vous me regardez, il faudra me faire signe parce que vous pouvez être beaucoup plus abondant. Parce que c'est pas nous, mais qui ne le sait pas. Et quand on me donne un micro, il faut me faire signe quand je dois arriver. Parce que j'ai des choses à dire. Mais là, je vais faire un dernier point qui concerne la société civile, puisque c'est le Conseil qui a convoqué cette journée. Les organisations de la société civile, comme le CNSCA, doivent encourager un plaidoyer en faveur de la justice transitionnelle. Nous sommes d'accord. Et c'est pourquoi vous êtes là. Mais en le faisant, vous avez l'obligation, vous aussi, de soutenir les victimes. Vous avez cette obligation. J'ai parlé de l'État. Vous avez l'obligation de soutenir les victimes. Il faut les aider à déposer des plaintes. Lorsque vous aurez recueilli la vérité utile et nécessaire à travers les commissions de vérité et de réconciliation, vous devez prendre ces initiatives, de soutenir les victimes, d'identifier les faits dont ils ont été victimes, et bien pour déposer des plaintes. Et ces plaintes doivent être documentées, argumentées. Et à ce moment-là, le travail que vous aurez à faire sera construit sur du concret. Parce que ici, on se sert des événements comme de vieux talk-shows. On les élimine facilement, on fait du bruit, on fait du tapage, et 3 mois plus tard, comme s'il n'en fut rien. Toutefois, il y a des enjeux. Dans ce que vous faites, il y a des enjeux. Parce que l'impunité est un phénomène complexe. Il ne faut pas regarder l'impunité seulement à travers des chefs de gang qui commettent des crimes et comme si quelque part, et c'est par hasard que les tribunaux ne fonctionnent pas, comme si c'est par hasard que les juges ne sont pas formés, comme si c'est par hasard qu'il n'y a pas de spécialité, qu'il n'y a pas de compétences à travers les tribunaux pour envisager des crimes de masse. Il n'y a pas d'hasard. C'est un phénomène complexe que constitue l'impunité. Et la lutte contre l'impunité doit considérer l'intégration des victimes et des survivants dans les processus de justice pour s'assurer des bons résultats. Mesdames et messieurs, dans le domaine de la planification santé bien sûr, la budgétisation est essentielle. En planifiant avec un budget solide, on peut anticiper les besoins en soins
allouer des fonds aux services essentiels et même investir dans des innovations qui amélioreront la qualité de soins. C'est donc avec grand plaisir que nous invitons le représentant du directeur général du budget du ministère de l'économie et des finances pour ces propos de circonstances. Monsieur le ministre de la Santé publique et de la Population, Monsieur le secrétaire d'État à la Population, Monsieur le directeur général du ministère de la Santé publique et de la Population, Monsieur le représentant de l'OPS-OMS, Madame la représentante de l'UNICEF, Mesdames, Messieurs les directeurs cadres du MSPP, honorables invités, en vos grades et rangs respectifs, Mesdames, Messieurs, de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne. C'est pour moi un honneur d'être invité à prendre la parole à cette importante cérémonie. Je remercie donc le ministère de la Santé publique et de la Population d'avoir fait choix de la Direction générale du budget avec son titulaire, un invité privilégié et récurrent de ces importants événements. Je profite de l'occasion pour féliciter le ministère d'avoir toujours été à l'avant-garde de la gestion moderne des finances publiques en matière de santé. La présentation du rapport de statistiques 2024 et du rapport des comptes nationaux de santé est une preuve irréfutable. En effet, cette initiative s'inscrit dans la mise en place des instruments clés de pilotage de politiques publiques sectorielles concourant à l'atteinte des objectifs nationaux de développement du pays. C'est également un outil permettant de renforcer la transparence dans la gestion des finances publiques et facilite la reddition des comptes à travers l'évaluation de la performance dans la gestion de la chose publique. La Direction générale du budget ne peut que saluer une telle démarche qui marche de pair avec la dynamique de réforme des finances publiques que prône une gestion axée sur les résultats. Inutile de préciser que ce nouveau mode de gestion restera un vœu pieux sans des informations statistiques fiables. Pour avoir étudié et travaillé dans le domaine des statistiques tout court et des statistiques des finances publiques, je peux témoigner des difficultés que vous avez dû rencontrer pour réaliser un tel travail. Au regard des présentations précédentes auxquelles j'ai eu le privilège d'assister, vous avez fait montre de professionnalisme et de souci du travail bien fait, et je suis convaincu que la présentation d'aujourd'hui, nous le sommes tous convaincus, est d'une excellente facture. Félicitations au MSPP, à son titulaire, le ministre Sinal Bertrand, au directeur général, au secrétaire d'État et à tout le staff technique du dit ministère pour ce précieux travail. L'amélioration des conditions de santé est incontournablement liée au développement économique. En effet, les objectifs de développement durable, dont l'objectif 3 est de permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous et à tout âge, sont le reflet de l'engagement audacieux de mettre fin aux épidémies de sida, de tuberculose, de paludisme et d'autres maladies transmissibles d'ici à 2030. Permettez-moi d'attirer votre attention sur la triste réalité évoquée lors de la formulation de cet objectif. Les progrès sont inégaux d'un pays à l'autre et dans les régions au sein d'un même pays. Il a été noté qu'il existe une différence de 31 ans entre le pays avec la plus longue espérance de vie et celui où elle est la plus réduite. Cette réalité met en évidence un défi majeur et justifie l'élaboration et la présentation du rapport statistique et du rapport des comptes nationaux de santé. Les autorités haïtiennes sont conscientes du rôle prépondérant que joue ce secteur et matérialisent leur volonté, notamment à travers l'inscription dans le programme d'investissement public d'un programme d'intervention d'urgence minimale santé, prévu dans le budget rectificatif pour faire face partiellement au retrait de l'assistance américaine. L'utilisation de ces crédits relève de l'initiative du ministère de la Santé publique et de la Population
population. Je vous suggère donc de prendre les dispositions nécessaires en vue de mettre à profit ces fonds avant la fin de l'exercice qui s'achève dans moins de 2 mois. De plus, dans le cadre du budget en préparation pour l'exercice 2025-2026, les efforts permettront, en plus de la reconduction et du renforcement de ce programme, sur la réouverture des centres fermés, le renforcement des hôpitaux, le déploiement des cliniques mobiles et les campagnes de vaccination. Par des formations professionnelles, je voudrais informer que les conférences budgétaires devront se tenir dans les jours qui suivent et le MSPP est appelé à préparer, soumettre ses projets de dépenses accompagnés d'une argumentation justifiant ses demandes tout en précisant la part de ces crédits alloués aux directions départementales relevant de ce ministère. En effet, je n'apprends rien au MSPP qui a toujours su soumettre un document structuré et présentant des résultats à atteindre assortis d'indicateurs de performance. Je suis conscient que les allocations budgétaires n'ont jamais été à la hauteur de vos espérances. Mais je vous assure qu'il ne s'agit pas d'une mauvaise compréhension de l'importance du ministère dans la mise en œuvre des objectifs globaux du gouvernement. Il s'agit tout simplement de composer entre les mesures acquises. Je veux parler des charges de l'État liées à la prise en compte des engagements antérieurs et du fonctionnement des structures existantes en considérant bien sûr qu'il n'y a pas de mobilité des facteurs de production. Je voudrais terminer mes propos en réitérant mes félicitations au MSPP, tout en leur assurant que les portes de la Direction générale du budget leur resteront toujours ouvertes, comme ça a toujours été le cas. Et j'invite les autres ministères à se laisser contaminer par cette complicité qui vise à l'amélioration des services à fournir à la population en tout temps et en tout lieu. Merci de votre présence et de votre intérêt dans cette présentation conjointe du rapport statistique 2024 et des comptes nationaux de la santé pour les exercices 2019-2021. Ces documents ne sont pas de simples compilations de données. Ils sont le reflet sincère et chiffre de notre système de santé, avec ses forces, ses failles, mais aussi et surtout avec ses espoirs et ses potentiels de transformation. À l'heure où chaque ressource compte, où chaque décision peut sauver des vies, l'accès à une information faible, fiable et transparente n'est pas un luxe, c'est une obligation. Une obligation envers les enfants qui naissent sans garantie de survie, envers les mères qui accouchent dans des conditions trop souvent précaires, envers les familles qui s'endettent pour soigner leurs proches. Oui, les chiffres parlent. Et parfois, ils crient quand ils nous rappellent que le ratio de mortalité maternelle hospitalière reste alarmant. 332,2 pour 100 000 accouchements. Ils crient quand nous voyons que près de la moitié des dépenses de santé, 48,5%, est supportée directement par les ménages. Une charge financière inacceptable pour les plus vulnérables. Mais ces chiffres nous éclairent aussi. Ils éclairent notre route. Ils nous montrent où agir, comment ajuster et surtout pourquoi nous devons agir. Le rapport statistique 2024 nous interpelle sur les inégalités territoriales. Dans certaines zones, comme la Grande Anse ou l'Ouest, trop de femmes accouchent encore sans assistance qualifiée. Il nous alerte sur la résurgence de pathologies oubliées, sur le monde des troubles de santé mentale, sur les violences sexuelles que subissent de trop nombreux enfants. Il met aussi en lumière
les 28 715 accidents de moto signalés en 2024, qui sont autant de drames humains, de vies brisées, de familles bouleversées. Les comptes nationaux de la santé, quant à eux, sont une radiographie financière de notre système. Ils révèlent une réalité préoccupante. Un financement public insuffisant, 11,1%. Une dépendance excessive à l'aide externe, 37,5%. Et une place démesurée des dépenses directes au ménage. Est-ce acceptable? Non. Est-ce modifiable? Oui. Est-ce notre responsabilité collective? Absolument. Nous devons avoir le courage de dire la vérité et surtout le courage d'agir. Mesdames, Messieurs, nous ne pouvons pas tout faire, mais nous pouvons mieux faire. Nous ne pouvons pas combler toutes les failles du jour au lendemain, mais nous pouvons commencer à planifier avec rigueur, à prioriser avec éthique et réformer avec courage. Je tiens ici à saluer le travail de l'unité d'études et de programmation IEP avec Dr. Patrick Alfred, Agar, Kelson Desarches et d'autres cas. De la DLR avec Dr. Mélissa Edea et les autres cadres qui ont permis la production de ces documents. Je remercie également l'UNICEF, l'OPS, le gouvernement des États-Unis et tous nos partenaires techniques et financiers pour leur appui constant. Aujourd'hui, nous avons les chiffres, nous avons les preuves. Ceci renforce notre conviction sur les trois priorités dès notre installation à la tête du MSPB le 24 janvier dernier, à savoir 1. L'accès aux soins, le financement pour les couches les plus vulnérables, la prévention et la sensibilisation. A apporté une contribution de 11%. Moi, tout directeur au niveau central. Le secteur privé, 51%. Nous faisons vis-à-vis avec partenaires. Dernièrement, dans la qualité, je crois, j'ai parlé avec M. Daniel et le représentant OPSA hier, Oscar. Côté, il y a un chiffre qui est sorti dans la bouche au PSOMS, que moi-même, je dis, c'est membre du comité exécutif au niveau mondial. Et stopper. Je parle avec Daniel, hier avec Oscar, il dit, chiffre, c'est chiffre ministère. On a parlé de 560. Madame là, il va être pas sous domaine, de ne pas répéter chiffre qui va confirmer. Nous-mêmes, comme directeur tout, nous aider nous suivre grâce à ça. Dernièrement, il y a un échange entre Dr. Marwan avec des cadres de l'UNICEF. Je réponds sur l'email là. Je me dis, ma brûlée, allié sur moi, que c'est Mme Kitana Rayan, rapidement, il ne fait pas. Des fois, il faut parler paroles, il faut faire vivre dans nos oreilles, même pour prendre décision. Si nous avons mes partenaires, nous voulons faire affaire avec eux, c'est ce qui garde. Je dis à Dr. Kassan là, DSF, qu'est-ce que DSF qui là? Si je me pose une question, sous femme enceinte, ça mourit, dans les gaz à germer, ça a au moins une semaine, je ne peux pas répondre. Est-ce qu'il fait ça pour veiller? Attends. Si je parle de docteur ça qui là avec l'autre monde, est-ce que le monde s'est passé en dedans l'hôpital Justinien, mon petit monde qui fait opérer, qui va exercer, nous menons l'autre petit monde pour côté, qui a une maladie qui est évitable par vaccination, qui contagie, qui mourit, ça fait 3 jours. Est-ce qu'il fait ça? Docteur Alfred a parlé de compte nationaux, oui. Est-ce que nous avons pris une décision lorsque nous présentons un bagage 2019, 2020, 2020, 2021? Non. L'autre bagage nous avons dit 2024, là, il y a un jour, on connaît ça. La société, Dr. Alfred, et M. Jean-Gilson Tissala, qui connaît la santé publique, c'est nous qui vous baillons mon rapport à Gatpala,
Puis bon rapport, c'est vrai, présentation nous, mais il faut aller plus rapide pour faire un ajout. Pour en 20 décembre, pour présenter les comptes nationaux que nous allons garder qui côté pour nous garder qui ça n'a pas pour nous faire. Bon, moi, plus rapide. Si c'est fonds pas gagné, M. Jean-Gilles là, il connaît, nous annuel chaque jour, et nous avons dit ça. En différence de l'année dernière avec l'année ça, volume comme qui investit dans la santé publique, dans le mois ça là. Distribution, nous allons faire dans tout le pays, mais c'est l'argent de trésor public. On a parlé des dépenses, nous on dit qu'on dépense 40% moins, 50%. Oui, on dépense moins. Mais est-ce que c'est à faire de dépenser? Non. Ça veut dire qu'on va assurer la population que toute dépense a été faite. Si on n'a pas de contrôle sur eux, on ne peut pas faire. Nous songeons déjà l'aurait dit ça devant CDC pour tout dépenser 50 millions moins. Pour santé publique, non, on dépense le même pour le pays. Parce que santé publique, pas de contrôle comme ça, on va pas dire c'est santé publique qui dépense. Moi, c'est point ça, il faut le mettre à jour. On parle avec le directeur au niveau central. Nous gagnons en bas avec nous, nous gagnons pour voyager, garder sous nous, nous n'avons pas besoin de peur de faire vis-à-vis avec partenaires. D'ailleurs, il faut une question qui j'en fais UNFPA, voilà, l'idée supposée là. Par un côté mieux, si Guy n'a pas venu pour le voir au monde, par un côté mieux, depuis OPS par là, Oscar par là pour pas voir Daniel, pour pas voir l'autre, pour qui ça ou pas là, alors que ce sujet ça, l'intéresse. Est-ce que c'est vrai pas venir poser une question? Est-ce que c'est vrai pas venir entrer dans la cause pour nous connaître qui j'en ai pensé à faire côté où? Non, pas bon. En tout cas, on a souhaité directeur et pas prendre plusieurs étapes sur le domaine, nous parler. Je termine en vous lançant sur la paix. Ce ne sont pas les chiffres restés dans les rapports. En décision, en action, en solution. Car derrière chaque pourcentage, il y a une vie, une mère, un enfant, une famille, une mère.